L'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec nos invités. Ce soir, c'est le rendez-vous du Cercle des économistes avec d'abord Bertrand Jacquiat, cofondateur d'Associés en Finance. Bertrand Jacquiat, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes vice-président du Cercle des économistes. Et puis le prof Olivier Pastré. Bonsoir Olivier Pastré. Bonsoir. Le prof à Paris 8. Au menu, bien sûr, le dossier Alstom. Que peut faire l'État après déclaration notamment du chef de l'État en disant qu'il faut des commandes. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut que l'État fasse quelque chose? Du reste, on interviewera Dominique Bussereau, l'ancien ministre des Transports, il sera avec nous, ainsi que François Asselin, le président de la CGPME. Puis après, on parlera de croissance en cette année électorale, présidentielle. Et puis, on parlera du prix du pétrole avec cette réunion importante, Bertrand Jacquiat, de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie. Je crois que ça se passe cette semaine. Et puis, je poserai une petite question. Vous savez, il y a un pamphlet qui se pose la question à quoi servent les économistes. Donc, messieurs, à quoi vous servez? Allez, plus sérieusement, Alstom, on commence par qui? Par vous, Olivier Pastré. Comment est-ce que vous analysez? Il y a plusieurs niveaux, hein. Il y a la communication qui est peut-être pas idéale. Il y a aussi que peut faire l'État. Est-ce que l'État savait? Est-ce que Alstom a décroché des contrats à l'étranger? C'est sûr que la production, elle se passe notamment aux États-Unis. C'est ce que dénonçait à ce même micro Arnaud Montebourg un mardi dernier. Quelle est votre réaction, vous, par rapport à ce dossier? Non, mais attendez, c'est un scandale absolu en matière de communication. Je trouve que l'entreprise est fautive. En quoi? Encore une fois, Alstom gagne de l'argent. Gagne de l'argent à l'international. C'est difficile, quoi. Difficile. Je peux continuer? Oui. Gagne de l'argent. Oui, mais enfin, bon. Ouais. Gagne de l'argent à l'international. Il se trouve que le marché français n'est pas en forte croissance et donc il y a des problèmes de réaffectation du personnel. Mais on déclare pas ça comme ça, tout de brut de décoffrage au début du mois de septembre. Quand on sait que Belfort, le problème c'est les problèmes de région. Belfort, c'est un bassin d'emploi qui n'est pas extensible à l'infini. Donc les réallocations vont être extraordinaires. Donc je trouve que c'est lamentable du point de vue de l'entreprise. Après, quel est le pouvoir de l'État? Il en a deux. Un, il a 20% du capital. Ça donne quand même un petit peu de pouvoir au sein du conseil d'administration. On peut l'imaginer. Même si c'est pas suffisant. Deux, il a la commande publique qui est possible. Je dis pas que c'est une solution, mais je rappelle que je suis pas très sarkozyste comme ça spontanément, mais Sarkozy a sauvé Alstom. C'est pas pour fermer Belfort. Bertrand Jacquiat. Moi, je trouve que c'est un scénario à l'ancienne, c'est-à-dire que l'État le savait depuis 6 mois. Le président, par Lafarge, avait prévenu le ministère des Transports, avait prévenu Bercy. Tout ça, tout le monde le savait. Bon, il l'a annoncé. Et on était un scénario à l'ancienne. On convoque le président à Bercy, on lui souffle dans les bronches, et puis on va attendre quelques mois et tout va se passer comme ça devait se passer. Effectivement, Alstom gagne de l'argent, beaucoup d'argent, 30 milliards de carnets de commandes, 4 ans de chiffre d'affaires, mais c'est à l'international. Et comme pour l'Airbus, les montages se font dans les pays clients. Et bien sûr, il y a ce 2 milliards de dollars de Washington, New York, du TGV, tout ça c'est merveilleux. Mais à Belfort, il n'y a plus de plan de charge pour maintenir l'usine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, l'État à 20%, et d'ailleurs, il était au courant de ce qui se passait, la commande publique, et puis, il faut peut-être redéployer l'outil Alstom en fonction de l'international qui se développe beaucoup et du français qui est en non-croissance. Et justement, c'est la question que j'ai posée à Dominique Bussereau. Je l'ai interrogé quelques minutes avant le début de cette émission. Je lui ai demandé que peut faire l'État, puis est-ce qu'il faut fermer Belfort? On écoute l'ancien ministre des Transports, et après votre réaction, et puis celle de François Asselin qui est déjà avec nous. L'idée, c'est pas de faire des commandes, je dirais, de complaisance. L'idée pour moi, c'est d'aller vers un Airbus européen. C'est-à-dire de cesser cette stupide concurrence entre Siemens, Bombardier, Alstom et puis d'autres encore, par rapport aux géants qui sont en train de se constituer en Chine et ailleurs. Là, pour l'instant, je vois pas d'autre solution, malheureusement, qu'un traitement social. La SNCF va pas inventer des commandes qu'elle n'a pas et dont elle n'a pas besoin pour le site de Belfort. C'est parce que depuis 5 ans, la politique qui a été menée n'est pas favorable au transport public et que l'industrie ferroviaire est en difficulté, ce qui n'est pas le cas de l'industrie allemande, ce qui n'est pas le cas de l'industrie des grands pays d'Asie, dans lesquels il y a un marché, alors qu'en France, on a coupé ce marché. Voilà, Dominique Bussereau, une réaction, messieurs? Il faut faire un Airbus, Airbus européen. Je suis assez d'accord à ce qu'il dit. Enfin, effectivement, il y a 2 poids lourds, Siemens et Alstom, qui pourraient effectivement constituer un Airbus du ferroviaire, et pour le reste,
Eh bien, s'il n'y a pas de commande, il n'y a pas de commande. Il faut un traitement social. Oui, mais attendez, un traitement social, c'est un vrai traitement social. Le fait que la direction ait prévenu Bercy il y a 6 mois, là, il y a 400 personnes sur le carreau, encore une fois, dans un bassin d'emploi qui est très très difficile à développer. Donc là, vraiment, il faut que l'État mette tous les moyens pour qu'on ne laisse pas 400 personnes sur le carreau. Après, sur le diagnostic, ce que vous dites sur le bûcheron, je l'aime bien. Enfin, je veux dire, oui, l'Airbus du ferroviaire, c'est pendant 10 ans, donc. Oui, c'est pas pour tout de suite, en tout cas, il y a Belfort. Et puis, il y a les salariés de Belfort, mais il y a aussi les sous-traitants. Et justement, il y a la CGPME qui lance ce soir un cri d'alarme et qui demande à associer. François Asselin, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous, président de la CGPME. Effectivement, vous avez publié un communiqué et vous demandez, vous plaidez pour les sous-traitants qui travaillent évidemment pour Alstom et vous demandez d'être associés à cette filière ferroviaire et savoir aussi comment faire par rapport à la stratégie d'Alstom. Complètement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'autour d'une belle entreprise, d'une grande entreprise, vous avez tout un tissu économique de sous-traitants, souvent extrêmement pointus, très qualifiés, qui fait que si un site industriel est bien périclite ou risque de péricliter, eh bien, certes, on a les 400 employés d'Alstom, mais vous avez environ 3 fois plus d'employés parmi ce tissu économique de sous-traitants directs ou voire indirects, puisque vous avez des sociétés de services, vous avez des commerces qui vivent autour de l'activité d'Alstom. Alors nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir une stratégie territoriale globale. Certaines régions ont d'ailleurs, en leur temps, su faire lorsqu'il y avait une catastrophe industrielle annoncée. Eh bien, il faut qu'autour d'Alstom, eh bien, on ait cette même stratégie de partenariat. Alstom a un long carnet de commandes, 4 ans de commandes devant lui. Il y a d'autres sites industriels. Je suis persuadé que beaucoup de sous-traitants de cette usine de Belfort eh bien, ont des qualités pour répondre à d'autres sites industriels du groupe Alstom. Et vous avez été entendu, François Asselin, notamment par le président. On sait qu'il y avait une réunion interministérielle ce matin à l'Élysée, cet après-midi à Bercy. Est-ce que vous avez eu une réponse à votre... Je n'ai pas eu de retour. En fait, nous avions déjà le 15 février 2016, vous voyez, c'est pas aujourd'hui, nous avions saisi le Premier ministre sur la filière ferroviaire parce que nous avions déjà parmi nos sous-traitants, on a aussi une fédération professionnelle qui s'appelle la FIF, qui s'occupe spécifiquement de la filière industrielle du transport ferroviaire. Eh bien, nous avions déjà des prémices de grande inquiétude parmi nos sous-traitants qui disaient qu'il faut absolument avoir de la visibilité parce que la stratégie industrielle de grands donneurs d'ordre français, vous avez bien sûr la SNCF, mais il y a la RATP, il y a énormément de grands donneurs d'ordre français et on avait absolument besoin de visibilité. Et là, vous soutenez, rapidement, François Asselin, vous soutenez François Hollande lorsqu'il dit il faut des commandes publiques. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde global, ouvert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les grands donneurs d'ordre ont des projets, il faut, à un moment ou à un autre, dire quand est-ce que ces projets vont aboutir ou vont être lancés. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas s'organiser tous les 3 mois, voilà, tout simplement. Et que tourner autour du pot sans investir ou sans se décider, eh bien, c'est catastrophique parce que le jour où ça arrive, malheureusement, si c'est trop tard, on n'a plus le temps de se retourner. Merci François Asselin. Commentaire Olivier Passery. Vous voulez vous répondre? Mais non, le patron de la CGPME qui implore la commande publique, c'est tant mieux, tant mieux. Le point important qu'il a dit, c'est qu'un emploi industriel, c'est 4 emplois au total, 3 emplois induits. Donc il faut garder d'une manière ou d'une autre une industrie en France avec des coûts de production qui sont très élevés, ce qui n'est pas facile. Et c'est pas le cas, et c'est toute la politique de l'offre en l'occurrence. Ça fera le lien avec le sujet suivant. Merci beaucoup François Asselin d'avoir été avec nous, donc président de la CGPME. Et puis évidemment, vous nous direz si vous avez obtenu ou pas une réponse de Bercy ou de l'Élysée. On parle maintenant du deuxième sujet qui va nous préoccuper, en l'occurrence peut-être c'est la rentrée, de croissance. On a une année présidentielle un peu compliquée, il y a tas de programmes économiques sur la table, on en reparlera évidemment largement avec vous, avec le cercle des économistes, on va essayer de les mesurer. Mais la croissance, Bertrand Jacquier, elle se présente comment là? Est-ce qu'elle est là au rendez-vous malgré un été un petit peu en dents de scie, on va dire? Je crois qu'on est face à une reprise avortée, c'est-à-dire que tous les instituts de conjoncture tablent sur un taux de croissance en France un peu inférieur, mais de l'ordre de 1,5%,
et tout le monde s'accorde à penser que l'année prochaine, ce sera 1,1%, et ceci pour la bonne raison que on a eu 0,7 au premier trimestre, 0 au second, on ne sait pas ce que sera le second semestre. On espère qu'il sera aussi bon que le premier trimestre pour faire ce 1,5, mais tout ceci est dû un peu à la conjonction des astres dont on a parlé, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui baissent, qui sont devenus même négatifs, le prix des pétroles qui a baissé, l'euro qui avait baissé. Tout ceci a été positif et explique ce regain de croissance, mais qui est une reprise avortée parce que le baril recommence à monter, les taux d'intérêt sont déjà très bas ou négatifs, ils peuvent pas aller beaucoup plus bas, et l'euro se redresse. Est-ce que justement cette conjoncture des astres, elle va être modifiée, peut-être pas par les taux d'intérêt parce qu'ils sont pas prêts de remonter, mais notamment par les prix du pétrole? Vous êtes un des grands spécialistes du pétrole et des matières premières. Il y a cette réunion de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie. Oui. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que les deux choses les plus dures à prévoir, c'est le cours du dollar passe à l'euro et le prix du pétrole. Ouais. Alors le prix du pétrole, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il était très élevé il y a 2 ans, à plus de 100 $. Donc ça a attiré l'investissement, et donc il y a eu un excès d'investissement, un excès d'offres, et une baisse des prix. La baisse des prix de 110 à 40, 45, aujourd'hui 50. Elle n'est pas près de remonter. Je crois qu'on s'est stabilisé. On va remonter, ça c'est le cycle. Mais quand, je ne saurais vous le dire, et pas tout de suite. Donc pour l'instant, la conjoncture des astres, elle ne va pas être sensiblement modifiée. Non. Donc à la limite, ça peut repartir la croissance un peu plus. Là-dessus, ça peut repartir, oui. Oui, ça peut repartir. Et ça peut repartir d'où? Des États-Unis? Bon, pas tellement, non. Non, parce qu'année présidentielle, là non, aussi. Non, pas tellement, ni de la Chine non plus. Enfin, la Chine, on ne sait pas très bien. Mais... Non, on n'a pas de locomotive. Oui, il n'y a plus de locomotive. Il n'y a pas de locomotive. Justement, Olivier Pastré, le fait qu'il y ait, changement, élection en France, évidemment, élection aux États-Unis, élection en Allemagne, ce qui se passe évidemment avec le Brexit en Grande-Bretagne, est-ce que ça a une influence sur la croissance, vous pensez? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais certains disent que pendant l'année présidentielle, tout le monde est aux abris, la CGPME, tout le monde, personne n'investit. Donc, vive la CGPME. Tout le monde s'en fout. Pour qu'il y ait de la croissance, pour qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait des gens qui produisent et des gens qui investissent. Ouais. Alors maintenant, il faut revenir à l'essentiel. La croissance mondiale, on est encore à 3,1%. Alors c'est infiniment moins qu'avant la crise où on était à 5%, mais c'est 20 fois la croissance moyenne depuis le début du 19e siècle. Donc on est quand même dans des taux de croissance de l'économie mondiale qui sont extraordinairement importants. Alors la Chine a des problèmes, mais finalement moins qu'on ne le pensait il y a quelques semaines. Et puis il y a d'autres pays qui prennent le relais et qui portent une croissance qui est très forte. Voilà, pour l'échelle mondiale. Après, il faut revenir aux fondamentaux économiques. Il y a un concept qui s'appelle la croissance, qui est composé de 3 choses, enfin de 2 choses principalement et une en plus. D'abord la démographie et ensuite la productivité et accessoirement le commerce. En matière de démographie, l'Europe va pas exploser, sauf si on fait beaucoup d'immigration, qui est la seule solution pour relancer la croissance. 2016-2017, les bébés, ils sont pas encore là, ils sont pas encore prêts de travailler. Donc on dit la même chose. Donc de ce point de vue-là, l'Europe va connaître une croissance faible pendant encore une petite dizaine d'années. Démographiquement, on voit pas d'où vient la solution, et les gains de productivité, comme on a une forte productivité, les gains de productivité sont plus compliqués. Donc arrêtons. Après, on peut discuter à 0,1 point de croissance près. On a une période de 10 ans avec une croissance faible en Europe et en France, dans un monde en forte croissance. On revient à Alstom. D'où la nécessité pour les entreprises françaises d'aller à l'étranger sur les marchés porteurs, et il y en a plein. Donc, en résumé, moi je ne suis pas tellement d'accord avec ce que vient de dire Olivier, surtout, enfin, dans sa réponse à votre question, à savoir que on se fout des élections. Oui, on se fout des élections, mais la croissance, c'est aussi la confiance. Or, des élections italiennes qui sont incertaines, un Brexit, on ne sait pas s'il va se faire, à quelle vitesse il va se faire, comment il va se faire, les élections françaises, les élections allemandes, les américaines, espagnoles aussi, où il n'y a toujours pas de gouvernement. Beaucoup d'incertitudes. Donc, ça ne peut que altérer en négatif le fondamental avec lequel je suis d'accord.
Non, mais on est d'accord. Moi, je vois pas. Moi, je suis un peu d'accord quand même avec. Je vais dire mon opinion avec vous, Bertrand, parce que je vois pas comment ça ne peut pas avoir d'influence sur quand même la confiance des investisseurs, la confiance du consommateur. Bon, et voilà, c'est lui qui génère surtout dans nos économies, qui génère la croissance. Non, mais attendez, donc là où on ne sait pas très bien si on va avoir, qui on va avoir. Je reprends ce que vous dites. La confiance des investisseurs, de l'argent, il y en a partout qui cherchent à s'investir. Donc là, c'est pas un sujet. Oui, mais il y a pas les consommateurs consomment. Il y a un vrai problème, c'est l'investissement. Ouais. Donc c'est le patron de PME, retour à la CGPME. Ce qui va motiver le patron de PME à créer des emplois, c'est évidemment pas l'élection américaine. C'est le fait qu'il ait l'impression qu'il est gouverné et que le cadre réglementaire dans lequel il fonctionne est relativement durable. Ouais, voilà. On sait bien qu'en France, ça n'existe pas. Donc on sait bien qu'en France, ça n'existe pas. Oui, mais c'est ça le problème. Je veux dire, on est d'accord sur le diagnostic, la confiance manque. Comment est-ce qu'on la réintroduit? Je ne crois pas que ce soit les échéances politiques qui vont modifier beaucoup la donne. Est-ce que vous croyez que la conjoncture des astres, qui a été quand même très favorable, avec des résultats en termes de croissance quand même assez faibles, du moins pour la France, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Bertrand, qui lui dit ça va continuer? Donc c'est une bonne chose. Non. Bah si, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Non, sur le prix du pétrole. Mais sur les la conjoncture des astres, taux d'intérêt, je suis pas sûr qu'ils restent durablement négatifs. Hein. Donc ils ne peuvent, à mon avis, que remonter. Et plus dur. Ils vont pas remonter avant l'élection américaine, ils vont pas remonter. Oui. Vous savez, le vendredi 28 août, la bourse de Paris a monté de 2,31%. Explication, il y a moins de demandes, il y a moins de création d'emplois aux États-Unis que ce que pensaient les économistes. Autrement dit, et donc ça recule. Enfin, mais plus de chômage, enfin une bonne nouvelle. Ça recule la hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, il y a moins d'emplois, qui est une mauvaise nouvelle en temps normal. Eh ben non, la bourse monte. Et pourquoi elle monte? Parce qu'il y a cet artifice de taux d'intérêt négatifs qui ne peuvent que remonter. C'est pas une situation durablement possible. Oui, donc ne me faites pas dire que la conjonction des astres va rester positive ou neutre. Mais on est dans un. Mais est-ce qu'on ne peut pas attendez, j'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en fonction du candidat à l'élection présidentielle française ou celui qui va l'emporter, on peut voir une tension sur les taux d'intérêt français? Il y a plusieurs scénarios qui commencent à circuler en disant si c'est un tel ou un tel, ça n'a pas du tout le même impact sur la note de la France. Ça vous paraît ça me paraît surréaliste. Mais c'est comme le Brexit. Le Brexit, ça a secoué un petit peu les marchés. Et puis voilà, maintenant on va voir dans la durée ce qui va se passer. Sur le fond, je pense que c'est très bien que les Anglais repartent. Et il faut construire ça, c'est pas simple. Je pense qu'ils seront pénalisés. Je pense que c'est les Anglais qui seront le plus pénalisés. Nous, on le sera aussi un tout petit peu. Mais ça, c'est des tendances de moyen terme. À court terme, je vois pas ce que tel ou tel candidat qui, accessoirement, ont des programmes qui sont pas radicalement, à part quelques candidats extrémistes, hein, mais pour la droite comme la gauche, les thèmes de la campagne électorale sur le plan économique sont pas fondamentalement différents. C'est pas en supprimant l'ISF qu'on va faire revenir ceux qui sont partis de France. Ah bah c'est l'objectif en tous les cas. Hein. Donc non mais il faut supprimer l'ISF, mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas ça qui va modifier. Là on parle, si vous voulez, la difficulté c'est la conjoncture, sur laquelle tout le monde est évidemment intéressé, et puis le temps qui est un peu plus long. Les modifications de comportement, les modifications d'investissement, tout ça, ça se fait pas. On revient au pétrole. Le problème c'est qu'on a trop investi dans la recherche pétrolière pendant 10 ans et on va le payer pendant 10 ans. Oui, je n'adhère pas à cette thèse de temps qui est long et pour donner la confiance. Le plan Rueff-Armand en 1959 a produit des effets totalement immédiats qui étaient absolument impensables, bénéfiques, et je pense que c'est d'ailleurs l'espoir des gens qui concourent à la primaire de la droite et du centre, c'est que effectivement dans les 100 jours où l'un d'entre eux sera élu, des décisions seront prises qui provoqueront un choc psychologique qui, lui, qu'il est possible d'altérer le comportement des gens et assez rapidement. C'est pas un continuum linéaire tout ça. Hein. On s'enfonce dans l'incertitude, on s'enfonce dans le marasme, dans la déception, dans le pessimisme, et puis tout d'un coup ça peut rebondir. Vous qui êtes des économistes, est-ce que vous pensez que on parle beaucoup de la confiance et de la psychologie. Il y a une tendance, un retour vers le protectionnisme et vers la fermeture des frontières. Ça peut avoir un impact sur la croissance ou pas?
C'est la troisième variable, si vous voulez, en termes de croissance potentielle, démographie, productivité, et puis exportation, commerce. Et là, les chiffres sur le commerce sont pas mauvais, mais sont pas aussi le commerce mondial, sont pas aussi bons qu'on pourrait le penser. La différence, pardon, parce que c'est lié à ce que vient de dire Bertrand Jacquiat. Rueff Armand, on était en économie fermée. En économie fermée, moi, je vous fais une planification, je vous fais une bonne politique industrielle, et hop, c'est reparti. Et Alstom est reparti. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, recréer la confiance, pour moi, recréer l'envie d'investir pour un patron de PME, c'est lui dire, vous aurez, je rêve, je sais, vous aurez des règles qui seront durablement appliquées sans qu'on change tous les 8 mois. Ouais. Juste aller en conclusion, il nous reste 2 secondes. Est-ce que vous avez lu le pamphlet de Pierre Cahuc et d'André Silberberg sur les économistes qui finalement ne servent pas à grand-chose? Vous ne savez pas grand-chose, messieurs? Je suis assez d'accord avec leur thèse. Je trouve que la charge est trop violente et inutilement violente, et que j'incite ceux qui sont intéressés par la lecture du livre de Cahuc de lire Le bien commun, l'économie du bien commun de Tirole, qui traite de la place de l'économie dans la société et de la place et l'économie comme une science. Est-elle une science? Voilà. Le titre. Négationnisme, oui. On utilise pas ce mot-là. Oui. 2, ils ont évidemment raison, les 35 heures, c'est complètement con. L'immigration, ça crée de la croissance. Donc là-dessus, ils sont provocateurs. Après, ils sont quand même très orthodoxes en matière d'analyse économique, c'est-à-dire qu'ils rejettent un peu et critiquent tout ce qui n'est pas l'économie mainstream. Merci beaucoup. Heureusement, il y a Stiglitz. Messieurs, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce cercle rendez-vous du cercle des économistes. On se retrouve demain, on parlera de presse, d'un grand patron de presse, et on parlera de pub. Francis Morel, le patron des Échos et du Parisien. Tout de suite, c'est Fabrice Lundy et ses décodeurs.